Bonjour à tous, bienvenue dans Les Engagés sur Télésud. Vous savez, les engagés, ça ne change pas. C'est tous celles et ceux qui sont engagés pour des causes, mais aussi des combats. Et bien aujourd'hui, nous recevons, vous savez quoi, une journaliste réalisatrice engagée complètement. Elle est spécialiste des questions africaines, mais elle a décidé de mettre les pieds dans le plat. Elle a réalisé un film qui s'appelle Un pari d'exil. On va en parler, c'est notre invitée. Elle s'appelle Assanatou Baldé. Générique, c'est parti. On va parler des migrants, de l'immigration, des questions africaines, mais également aussi, vous savez, des sujets qui restent encore tabous. Et bien pour en parler, Assanatou Baldé, bonjour. Bonjour Adil. Plaisir de vous accueillir, franchement. Merci à vous pour l'invitation. Sur ce plateau des engagés. Vous êtes journaliste. Vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle Un pari d'exil. Vous êtes fondatrice d'une agence de presse qui s'appelle AP21. Exactement. Vous êtes spécialiste des questions africaines. J'ai rien oublié? Non, tout a été dit. Tout a été dit. Dites-moi, vous avez eu quelques soucis, me semble-t-il, avec la programmation de votre film. On va en parler, on va prendre le temps d'en parler, parce que vous avez décidé, vous, de traiter un sujet qui reste encore tabou. Vous avez décidé de mettre les pieds dans le plat. Ça s'appelle Un pari d'exil. Pour quelle raison ça a été compliqué de mettre en place la programmation de votre documentaire qui traite des migrants, de l'immigration? Absolument. En fait, le documentaire devait être projeté par la mairie de Paris, qui avait programmé la projection. Tout devait se faire. Après la projection, il devait y avoir un débat, un cocktail. Et au dernier moment, elle a décidé de déprogrammer le documentaire, estimant qu'il était beaucoup trop négatif pour l'image de la ville de Paris. Mais nous n'avons pas estimé que le documentaire était vraiment ciblé contre la mairie de Paris, puisque c'est un documentaire qui parle en fait des problèmes migratoires en général en France. Et on a décidé finalement de le projeter ailleurs. Donc ça sera le 29 septembre au cinéma Lincoln, aux Champs-Élysées. Vous avez décidé donc de parler, de traiter justement des migrants. En gros, à quel moment la réflexion s'est faite à Assanatou Baldé pour parler de ces migrants africains? À quel moment? Quelle est la période? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, je vais réaliser un documentaire? En fait, tout a commencé en 2015. Vous savez, c'est à cette période-là qu'on a eu pas mal de populations originaires, même de la Syrie, du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne, qui fuyaient pas mal de conflits à cette époque-là. Et donc, moi, je faisais souvent des reportages à l'époque pour Afrique.com, qui était un média pour lequel je travaillais. Et il m'est arrivé un jour, au cœur de Paris, au métro de Paris, de voir en fait des migrants sous des tentes, mais par centaines, comme si, en fait, nous étions dans un pays du Sud où on se retrouvait avec des camps de migrants. Je me suis dit, mais c'est incroyable, nous sommes au cœur de Paris. Comment se fait-il qu'on a autant de camps de migrants qui sont vraiment... C'est frappant. Tout à fait, beaucoup dans la misère et finalement qui ne pouvaient compter que sur les associations et des bénévoles qui donnaient de leur temps pour pouvoir vraiment les aider. Et je me suis dit, il faut en parler parce que j'avais l'impression que déjà les médias n'en parlaient pas tant que ça et que le grand public n'était pas au courant. Les gens s'imaginaient que les migrants, on les trouvait uniquement à Calais. Alors qu'au cœur de Paris, au cœur du métro parisien, on les voyait en fait. Et moi, j'ai vu lors de mon tournage des nourrissons dormir à même le sol. Je l'ai vu de mes propres yeux en fait. Et donc, c'est quelque chose qui m'a tellement frappée. Je me suis dit, il faut en faire un film. On peut pour alerter l'opinion publique, mais aussi pour rendre justice à ces populations-là qui sont uniquement venues pour rechercher de meilleures conditions de vie. Je rappelle que ce ne sont pas des sans-papiers. Ce sont des personnes qui ont fui des conflits, qui pensaient que la France, en fait, leur donnerait un refuge, une meilleure vie. Et quand ils sont arrivés, c'était la désillusion totale, puisqu'ils ont été mal accueillis et rejetés. Eh bien, on va en parler justement. Vous savez, la mécanique des engagés, c'est justement de parler de l'actualité, de parler aussi, de brosser un portrait vous concernant, de mieux vous connaître, mais également aussi de parler de votre engagement, l'engagement qui est celui de votre documentaire. C'est parti tout de suite, jingle, la partie actu. Assanatou Baldé, journaliste, réalisatrice d'un documentaire exceptionnel. J'ai vu votre documentaire, vous me l'avez envoyé, j'ai pris le temps de le regarder.
Il est saisissant, votre documentaire. Bravo. Bravo. On va en découvrir tout à l'heure quelques extraits. Il y a l'affiche d'ailleurs qu'on découvre à l'écran qui s'appelle Un Paris d'exil. Pourquoi un Paris d'exil? Référence à la ville de Paris? Exactement, parce qu'en fait, nous avons vraiment tourné au cœur de Paris. Durant la période de août 2016, on était en plein Euro de foot. Et il ne faut pas oublier que durant cette période-là, ils étaient souvent confrontés à la police. En fait, dans le film, il y a d'ailleurs pas mal d'images où on voit régulièrement la police, parfois même des CRS, qui encerclent ces gens-là comme s'ils étaient des criminels. Alors qu'il ne faut pas oublier que ce sont des demandeurs d'asile, des exilés, qui sont venus uniquement pour chercher l'asile dans le pays. Mais la manière dont la police, en fait, les traitait n'était pas toujours correcte, puisque nous, on a eu des témoignages de migrants qui nous disaient qu'il arrivait à 4h ou 5h du matin que la police les réveille avec les chiens. Tout ça pour les chasser de Paris et qu'ils puissent fouler dans la Donc vous mettez en lumière masse. une vie intenable, ingérable justement concernant ces migrants africains qui ont décidé de tenter leur chance, tenter leur pari en France. C'est tout à fait d'où le jeu de mots on parie d'exil, parce que c'est ça, c'était un pari, venir dans ces pays-là, traverser la mer Méditerranée, c'est une forme de pari qui est très, très risqué, bien évidemment. Et là, comme je disais, malheureusement, ce pari-là, pour eux, au départ, il a quasiment été perdu, puisqu'on sait que quand ils arrivent, au début, ça commence par la rue. Ils ne sont pas accueillis à bras ouverts, c'est la case de la rue où seuls les bénévoles, en fait, sont là la plupart du temps pour leur prêter main forte. Mais les institutions elles-mêmes les rejettent complètement et ne veulent absolument pas les prendre en charge. D'ailleurs, on avait l'impression, nous, à l'époque du tournage, c'est comme s'il ne fallait pas qu'il y ait un appel d'air. On ne s'en occupe pas parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un appel d'air pour pas qu'on pense que dès que vous arrivez en France, on va vous ouvrir les bras ouverts et vous accueillir. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on a voulu dénoncer à travers le documentaire. On va en parler justement, on prendra le temps. Quel est justement votre sentiment, vous, après la sélection de votre film, puisqu'il a été sélectionné, votre film, Un Paris d'exil. Oui. Il a été sélectionné au prestigieux festival qui s'intitule L'Afrique fait son cinéma. Bravo. Oui. Respect, non? C'est vrai. En fait, c'est vrai que sur le coup, on avait été très étonnés. L'Afrique fait son cinéma se passe tous les ans aux Champs-Élysées. Et là, la prochaine édition sera du 30 au 8 octobre. Sur la prestigieuse avenue. Exactement, sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées. C'est ça. Ouais. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir au public parisien des films de réalisateurs de la diaspora ou d'Afrique, parce que les Champs-Élysées touchent tout le monde. Aux Champs-Élysées, on rencontre le monde entier. Et c'est ça qui est aussi intéressant à travers ce festival-là. Donc vous êtes fiers? Oui, absolument. Ça se passe d'ailleurs la semaine prochaine, le 29? Oui, c'est ça. Votre film est projeté le 29? Le film est projeté le 29, juste à la veille. Dans le cadre du festival? C'est ça, à la veille du... Oui, c'est ça, tout à fait du Vous vous attendez à quoi? Alors là, je m'attends surtout à ce que le public soit au rendez-vous déjà, mais il y aura un débat à la fin du film et nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans l'équipe de production du film, c'est de pouvoir aussi débattre avec le public, les sensibiliser par rapport à cette question migratoire, leur montrer que ces gens-là, ils ne sont pas venus pour embêter qui que ce soit, ce sont juste des personnes qui sont venues rechercher de meilleures conditions de vie et il faudrait peut-être aussi qu'on essaye de mettre une fin au jugement. Il y a pas mal de préjugés au niveau des migrants. Parfois, on a l'impression qu'ils sont là, ils vont nous prendre notre travail ou autre, alors que c'est tout le contraire. Ils sont prêts à prendre n'importe quel travail. Justement, parlons-en, on va rester dans l'actualité vous concernant. Ça parle aussi, évidemment, de votre documentaire. Depuis plusieurs années, vous savez, à Hasanatou Baldé, il y a des crises migratoires que vous connaissez, que vous traitez d'ailleurs dans votre documentaire. Des centaines de milliers de personnes en provenance d'Afrique subsaharienne ont traversé la mer Méditerranée, absolument, au péril de leur vie, faut le souligner, c'est très important. Alors, aujourd'hui, quel constat vous faites évidemment? Est-ce que ce n'est pas finalement un peu l'idée qui reste dans l'esprit des migrants africains, l'Europe à tout prix? C'est ça. Le problème de beaucoup de ces jeunes-là, c'est le chômage de masse. Tout le monde le sait qu'en Afrique, il y a un chômage vraiment excessif de la population au niveau des jeunes. Et malheureusement, les gouvernants ne donnent pas de perspective aussi d'avenir à ces jeunes-là, parce qu'on ne peut pas non plus accuser l'Occident de tout. Chez nous, en Afrique aussi, il y a de gros problèmes. Les jeunes peuvent faire des années à l'université. Une fois que les études sont terminées, malheureusement, ils n'ont pas les moyens, ils ne trouvent pas de travail. Et beaucoup sont dans ce désespoir-là.
sont dans ce désespoir-là et préfèrent à tout prix prendre la pirogue pour rejoindre les côtes européennes en pensant qu'ici, ils pourraient construire une autre vie. Mais sauf que l'Eldorado, moi je le dis souvent, on peut le construire dans n'importe quel village. Il faut en fait cesser de penser que l'Eldorado se trouve en Europe, parce que au plus fin fond d'un village, on peut construire son Eldorado. Mais il faut y croire déjà et aussi être prêt à travailler dur pour le faire. Alors je ne dis pas que c'est simple, parce qu'on sait que... C'est ce que je m'apprête à vous dire. C'est ça. Effectivement, c'est possible, mais avec quels moyens? Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on est dans des pays en Afrique où les gouvernants ne travaillent pas assez à une vision de développement pour la jeunesse et autres. Et c'est là où la clé, elle est là. Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, de toute façon, est-ce qu'ils auront le choix? Parce que vous savez qu'en 2050, l'Afrique va passer à 2 milliards d'individus, où la majorité de la population sera jeune. Donc, si dès maintenant, on ne construit pas un avenir pour ces jeunes-là, on va avoir vraiment des phénomènes très graves comme le terrorisme. Aujourd'hui, on sait que le terrorisme, il a gangréné un peu toute une partie du continent. Et malheureusement, ce sont les jeunes, en fait, qui sont les premiers à être enrôlés dans des groupes terroristes comme Boko Haram, qui sévit dans une grande partie du continent aujourd'hui. Et tous ces jeunes-là, si on ne leur trouve pas un avenir, si on ne leur trouve pas des perspectives d'avenir, ils vont malheureusement être perdus dans ces groupes-là et on ne pourra plus les récupérer, hélas. Justement, c'est important ce que vous dites, ça me pousse à vous poser cette question. Finalement, ils quittent le continent africain. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils vivent cette violence, cette misère, cette oppression, qui sont un peu les MAO, MAUX, qui poussent justement ces milliers, ces centaines, mais c'est surtout ces milliers d'Africains qui quittent leur pays en se disant il y a peut-être un espoir au bout sur le continent européen? Bien évidemment, c'est l'espoir qui les nourrit. Mais ce qui les pousse à quitter le pays, c'est d'abord la misère, l'oppression. C'est aussi la violence, ou les violences. Absolument. C'est qu'en fait, il y a énormément de jeunes qui nous disent qu'ils ne se sentent même plus à leur place. En fait, le fait même de vouloir partir, c'est comme si c'est se sentir exister, en fait. Parce qu'ils sont dans une société, il faut aussi le dire. Par exemple, au Sénégal, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des familles, et ça, peu de gens le soulignent, qui poussent en fait ces jeunes-là à partir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mères de famille qui vont dire à leurs jeunes, tu vois, le fils du voisin, lui, il est parti, il a réussi à construire quelque chose de beau, une maison, une belle maison à sa famille. Pourquoi toi, tu es là? Pourquoi tu ne décides pas toi aussi de partir alors que lui, son fils a été courageux? Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Donc, il y a des familles qui poussent ces jeunes-là à partir tout simplement pour avoir un niveau de vie, parce que le voisin a un certain niveau de vie que elles également veulent atteindre, certaines familles. Et ça, c'est très problématique parce que du coup, certains jeunes se disent, comme c'est comme ça, je suis tout le temps stigmatisé dans ma propre famille, dans ce cas-là, je n'ai plus rien à perdre, je vais prendre la pirogue et je vais m'en aller. C'est vrai qu'on accuse souvent les gouvernants, bien sûr, qui ont la plus grande part de responsabilité, comme vous le disiez, l'oppression, les injustices dans ces pays-là, le fait que les pays ne sont pas démocratiques pour la plupart. Parce qu'en disant ça, Oui. Sanatou Baldé, vous, journaliste, réalisatrice engagée justement sur ces questions, parce que vous êtes spécialiste des questions africaines, est-ce que vous dites justement aux autorités africaines qu'il y a des mesures d'urgence à prendre? Mais plus qu'urgente. De toute façon, aujourd'hui, si l'Afrique, en fait, elle ne se concentre pas sur des leviers de développement. Ça peut même être des secteurs comme l'agriculture. On est encore toujours dépendant de tellement de pays sur le plan économique qu'on ne pourra pas penser à un avenir, construire un avenir pour ces jeunes-là. C'est aujourd'hui, maintenant ou jamais. 2050, je le disais, arrive. On va passer à 2 milliards. Comment nourrir toute cette population-là? Comment donner un travail, une formation qui soit adaptée aux sociétés africaines, à tous ces jeunes-là, si dès maintenant, on ne s'attelle pas à construire un avenir demain. Vous avez raison. Et ça, vrai, c'est la responsabilité des gouvernants. C'est bien beau de toujours critiquer les autres ou à l'international. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde de mondialisation où beaucoup de pays sont opprimés, notamment les pays africains. Mais on ne peut pas aussi se contenter que de cela. À un moment donné, il faut qu'il y ait une vision d'avenir. Et ça, ce sont les dirigeants qui doivent les prendre, qui doivent prendre en main les destins de ces pays-là. Allez, les engagés à Sanatou Baldé, c'est aussi, vous savez quoi, le portrait. Et c'est le portrait, c'est le vôtre d'ailleurs. On va tâcher de comprendre ce qui vous anime, vos convictions. C'est parti. Jingle, portrait. Sanatou Baldé, dites-moi, vous, journaliste, vous avez toujours été engagé à Sanatou Baldé?
En fait, déjà, je pense que le fait d'avoir voulu être journaliste, c'est une forme d'engagement, Oui. puisque c'est vrai que j'ai toujours aimé en fait découvrir un peu comment les autres vivaient dans le monde. Et le fait de travailler surtout sur l'Afrique est une forme d'engagement, parce que le but, c'est aussi de montrer une autre réalité de l'Afrique. C'est vrai qu'à travers les médias occidentaux, on a toujours tendance à avoir un regard négatif sur l'Afrique, mais il n'y a pas que des mauvaises choses sur l'Afrique. C'est vrai que là, on parle des problèmes migratoires qui sont bien sûr extrêmement graves, mais moi, j'ai aussi rencontré des jeunes extraordinaires qui entreprennent, qui sont en train de transformer ces sociétés africaines et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Qu'est-ce qui nourrit justement votre engagement, Hassanatou Baldé? En fait, c'est le fait d'y croire, de me dire que ce continent-là, il a énormément de ressources, même si on sait que la majorité de la population, malheureusement, elle vit dans une grande pauvreté. Mais il y a des ressources incroyables et elle a une jeunesse aujourd'hui qui est extraordinaire, qui est capable de faire énormément de choses. Il suffirait juste de lui donner un peu sa chance pour qu'elle puisse déployer ses ailes. Et il y en a, comme je vous le disais, moi, j'en connais pas mal. Il y a des jeunes qui se battent et qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Plus jeune, vous, Hassanatou Baldé, plus jeune, au collège, au lycée, est-ce que vous étiez déjà engagé? Est-ce que vous étiez déjà porté par des convictions? Plutôt à partir du lycée, oui. J'étais déjà assez portée par les convictions de me dire qu'un jour, si je réussis, il faudrait que moi aussi, à mon niveau, à mon petit niveau, je puisse trouver un moyen de contribuer à l'essor du continent. Donc oui, ça a commencé quand même assez tôt. Donc votre engagement, si j'ai bien compris, votre engagement, c'est le continent africain. C'est exactement. En tout cas, raconter l'Afrique telle qu'elle est dans sa réalité et pas sous le prisme occidental et les préjugés. Vous, journaliste Hassanatou Baldé, je parle de vous, Hassanatou Baldé. Est-ce qu'il y a une personnalité ou des personnalités qui vous parlent? Aujourd'hui, des grandes personnalités, des figures, hein? Oui, effectivement, on a des figures comme Nelson Mandela, bien sûr, qui a vraiment inspiré énormément de jeunes de ma génération sur la manière, en tout cas, dont il a pu gérer les conflits un modèle, en Afrique du Sud. Effectivement, c'est vraiment un référent pour moi en Afrique, en tout cas en termes de dirigeants. Je pense que beaucoup, aujourd'hui, de nos dirigeants devraient plus s'inspirer de lui, de cette personnalité-là. On va parler de votre documentaire? Absolument. Un Paris d'exil? D'accord. Eh bien, c'est parti. Votre engagement, le documentaire. Documentaire, c'est parti, un Paris d'exil. Jingle. Ma vie est en danger. C'est comme ça que j'ai traversé jusqu'à pour venir à Libye. De Libye, là-bas, c'est désert. Je suis venu. Encore de Libye, là. Comme là-bas aussi, il n'y a pas de sécurité. Et Libye, comme je suis venu, il n'y a pas de sécurité. C'est comme ça que j'ai demandé à quelqu'un. J'ai dit que moi, maintenant, je voudrais aller rester tranquillement où je vais aller. Il m'a dit qu'il faut aller en Europe. Il vaut mieux d'aller là-bas. Là-bas, comme il y a de sécurité. Not I leave Sudan about money, not about drink, not about eat, not about just about not about document. Just in Sudan there is many problem. افغانستان کې هم تاسو ته معلومات څه بد حال دی او سړی پر شخندي په سند راغلی یعنی د خپل ځان حفاظت په سره راغلی دا Et puis quand ils arrivent en Europe, eh ben, il y a beaucoup de rejet, de racisme, de cruauté, de difficulté, de solitude, beaucoup de solitude. Parce que la fraternité, la solidarité telle qu'elle existe dans les pays du Sud n'est pas la même dans les pays du Nord. Le préfet de police, donc Monsieur Cadeau, a été condamné plus de 130 fois pour entrave au droit d'asile au début de l'année 2016. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il a été condamné plus de 130 fois, c'est bien dire qu'il y a quand même eu un souci de respect de la loi. La situation sur le territoire national, elle est problématique parce que les dispositifs n'ont pas été formatés à la bonne hauteur. Ce sont des demandeurs d'asile. Ce ne sont pas des sans-papiers, ce sont des demandeurs d'asile. La demande d'asile, comme je dis tout à l'heure, elle ne doit pas démarrer sur le trottoir. Normalement, il devrait y avoir personne dans la rue. According to the definition of UN, the refugee is homeless. Évidemment, nous pouvons nous tromper.
Nous cherchons évidemment à ne jamais passer à côté d'un besoin de protection. Nous travaillons à cela, notre taux de protection a augmenté. Je vous le disais, il y avait une anomalie, il y a 4 ans encore, qui était que quand vous étiez protégé en France, vous l'étiez plus par le juge que par le FRA. Ça, c'est fini. Moi, je me pose vraiment des questions sur la manière dont sera jugée cette période-là dans l'histoire, dans quelques dizaines d'années. Les gens, c'est un peu des héros, en fait. On se rend pas compte, tu vois. Mais c'est héroïque. Votre documentaire, Un Paris d'exil, réalisé par vous-même, Hasanatou Baldé. On a vu l'extrait. Vous qui êtes chez vous, vraiment, ça donne envie. Il faut y aller le 29 prochain. Vous rentrez sur les Champs-Élysées, justement, pour aller découvrir ce beau documentaire, Un Paris d'exil. Un Paris d'exil, vous qui l'avez réalisé, justement, on voit les images sont terribles. Hein. Les images sont terribles, mais surtout, il y a la musique aussi qui accompagne les images, ça dramatise. C'était volontaire de votre part, Hasanatou Baldé? Vous voulez attirer l'attention? Oui, parce que c'est quand même très grave ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que... Ça se passe à Paris, c'est ça qu'on a du mal à saisir. Hein. Je sais, je pense que c'est bien ce que je disais, c'est que beaucoup de personnes se sont dit que ce n'est pas possible, en fait, qu'on ait des images comme ça à Paris, puisque Paris est vu comme une capitale de lumière, donc on ne peut pas s'imaginer qu'il y ait des gens qui sont dans la misère à Paris et ensuite qui cherchent l'asile, qui ne sont pas là comme étant des sans-papiers, ce sont vraiment des gens qui ont fui des conflits et qui cherchent l'asile en France. Un Paris d'exil, on va en parler. Là, dans votre documentaire, oui. Ce que vous nous racontez, évidemment, le déroulé, c'est de comprendre le quotidien des migrants africains, mais également aussi leurs difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dites-nous tout. Est-ce que ça a été simple pour tourner? Non, le tournage... D'arriver avec sa caméra, comment il a fallu, d'ailleurs, convaincre les uns et les autres pour évidemment accepter ce tournage? En fait, on a dû déjà passer du temps avec eux, puisque comme ils sont souvent rejetés, une fois arrivés en France, ils se méfient en plus. Ils savent qu'ils ne sont pas dans une situation vraiment très positive. Donc, il a fallu passer du temps avec eux, discuter, leur faire comprendre que nous, on voulait vraiment faire ce film-là pour montrer leur réalité tout simplement et parler de leur quotidien. Et de fil en aiguille, ils ont accepté qu'on puisse filmer et même témoigner. Beaucoup voulaient témoigner. Et le film, en fait, est un peu témoin. Hein, c'est un film témoin de ce qui s'est passé durant cette période-là. On voit d'ailleurs, il y a pas mal d'images avec la police. Et l'idée, c'était aussi de montrer qu'à cette période-là, même si aujourd'hui, on sait que beaucoup aimeraient cacher ces images, parce qu'on ne veut pas qu'on montre Paris sous cet angle-là, malheureusement. Première capitale au monde, effectivement, on ne veut pas voir ces images-là. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et vous le dénoncez. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer à travers le film. Ça dérange? Vous avez reçu vous-même des pressions? En fait, vous avez subi des pressions, Hasanatou Baldé? Pas forcément de pression directe, mais... quand on avait contacté à l'époque du tournage le chargé de communication en fait, de Madame Hidalgo, donc maire de Paris, au départ, il voulait en savoir un peu plus sur le film et ensuite on n'a plus eu de suite. Donc nous, on a compris que de toutes les manières, ces questions-là, on ne veut pas les traiter, on ne veut pas qu'on voit certaines images, donc ils ont préféré ne pas donner suite pour intervenir dans le film. Justement, comment vous avez fait accepter ces migrants de parler comme ça, à visage évidemment... sans masquer, parce qu'habituellement on a souvent des visages masqués. Quels ont été les mots pour les convaincre? En fait, on y allait au départ sans caméra. Parce que vous les suivez, je vois bien dans le teaser qu'on voit. Hein. C'est ça, on les a vraiment suivis, on tournait de nuit, sous la pluie. Et l'idée, c'est vraiment, on est parti à leur rencontre, discuter avec eux. C'est comme si, ensuite, on était même devenus des visages familiers. Donc, du coup, ils n'ont pas eu de problème ensuite pour nous accorder les témoignages, parce qu'ils ont vraiment compris que derrière le film, ils avaient aussi un intérêt, c'était qu'on puisse montrer leur réalité au public. C'est aussi, en quelque sorte, quand vous tournez ce film qui se passe au cœur de Paris, d'accord, c'est aussi un peu honte à l'échec parisien, aux autorités parisiennes.
Mais absolument, parce que déjà ces images-là sont terribles pour Paris, pour la mairie de Paris, mais même pour la France en général, parce que elles vous imaginez le coup que ça prend là pour l'image de Paris et de la France. Exactement, elles révèlent en fait cette mauvaise politique, cet échec en fait de cette politique d'accueil. Il n'y a aucune organisation, comme je le disais, souvent ces migrants-là devaient compter uniquement sur les bénévoles ou des associations qui se démêlaient comme elles pouvaient pour pouvoir les soutenir, mais les institutions elles-mêmes, il n'y avait pas de dispositif en fait mis en place pour les accueillir convenablement. Que deviennent justement tous ces migrants? Est-ce qu'ils ont été régularisés? Est-ce qu'ils ont été confrontés à autre chose? Est-ce que vous êtes toujours en attache avec eux? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oui, en fait, pour la plupart, je suis toujours en contact avec eux et ils ont, pour la plupart, obtenu le statut de réfugié. Mais à quel prix? Comme je disais, beaucoup ont passé des nuits et des nuits, plus d'1 an parfois dans la rue, et les conditions même d'obtention en fait du statut de réfugiés sont toujours extrêmement complexes parce que déjà même l'administratif, il faut comprendre un peu l'administratif en France et c'est pas toujours le cas pour ces personnes qui arrivent, qui ne parlent pas français. Donc c'est tout un encadrement. Aujourd'hui, ils l'ont obtenu, mais ils ont vraiment vécu énormément d'épreuves et qui les, je pense, marquera à vie en fait. Hassanatou Baldé, une question, combien de temps ça vous a pris évidemment pour tourner, réaliser ce documentaire engagé? Au moins 3 ans, parce qu'en fait... 3 ans? Oui, au moins, parce qu'il a fallu d'abord faire le tournage de 2016 à 2017, et ensuite ce n'est qu'à la fin de 2021, donc octobre 2021, que la production s'est terminée. On vous a soutenu financièrement? Non, je n'ai pas été justement... C'est un autofinancement? Voilà, exactement, c'est un film complètement indépendant, donc réalisé par moi, par mes propres fonds, mais je n'ai pas eu de financement extérieur pour la réalisation du film. Donc vous êtes en quête évidemment d'argent, en quête de venir soutenir ce film, en fait, pour qu'il puisse tourner. En fait, ce qui m'intéresserait vraiment pour pouvoir développer un peu, c'est-à-dire le film et sa visibilité, c'est plutôt en fait l'organisation de débats, comme je disais, de projections. Parce que moi, ma mission première à travers le film, c'était aussi de sensibiliser le public, mais aussi leur faire comprendre un peu comment ça se passait quand ces gens-là arrivaient, même sur le plan administratif. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs le directeur de l'OFPRA qui intervient aussi dans le film. C'est aussi expliquer un peu les démarches, parce que beaucoup de personnes ne comprennent même pas, ne savent même pas comment ça se passe quand toutes ces personnes arrivent. Donc c'était aussi l'objectif, c'était de faire comprendre un peu ce qui se passait réellement sur ce plan-là. Et vous avez raison, justement, est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que finalement c'est pas un peu le rêve ou les rêves d'Eldorado déçus par tous ces migrants qu'on voit dans votre documentaire? Mais c'est absolument ça, c'est la désillusion, parce que beaucoup nous disaient que Paris, on ne s'imaginait pas. En fait, beaucoup avaient même cet amour de la France en se disant que c'est un pays des droits de l'homme. Donc quand on va arriver, comme on est des réfugiés, qu'on a quitté nos pays, on a traversé la mer ou le désert, forcément on va être accueillis à bras ouverts. Mais c'est tout le contraire en fait qui se passe quand ils arrivent, ils sont même rejetés. Et la police ne facilite pas du tout les choses aussi, le quotidien à ces exilés. Là. Hassanatou Baldé, on arrive au terme de cette émission. Votre film documentaire qui met les pieds dans le plat concernant les migrants africains, est-ce qu'il va faire le tour des festivals internationaux? Oui ou non? Oui, c'est l'objectif. Et donc, du coup, il y a déjà pas mal de festivals qui vont le diffuser, mais notamment en Afrique. Je suis très attachée au fait que le film puisse être présenté en Afrique. Et en octobre, je devrais me rendre aussi au Sénégal pour une projection là-bas. Parce que je pense qu'il faut aussi que des jeunes Africains puissent le voir, dans le sens où le but, c'est de leur montrer que les réalités sont là. On n'est pas en fait dans le jugement, on n'est pas là, nous, pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais même si l'idée, c'est de leur dire, si vous voulez partir, pensez quand même à ce qu'il y a des conséquences, parce que prendre la mer au péril de sa vie, c'est pas forcément la solution. Et quand on arrive, on n'est pas forcément accueilli à bras ouverts. Donc, les festivals en Afrique? Oui. Le festival de Cannes en mai prochain? Pourquoi pas. Ouais, vous allez concourir? Il faut rêver grand. Notamment le festival panafricain de Cannes, je pense. Il y a le festival panafricain, évidemment, à Cannes, qui se déroule à Cannes. Exactement, qui se déroule à Cannes. Donc on va tenter. Vous allez tout tenter. C'est ça, absolument. Pour en parler. En tout cas, bravo à Hassanatou Baldé, journaliste sur les questions, spécialiste des questions africaines justement. Elle a réalisé un documentaire qui s'appelle Paris d'exil. Elle est fondatrice aussi de l'agence de presse AP21. Un dernier mot, en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Peut-être un message que vous avez envie de livrer à celles et ceux qui nous regardent. D'abord, le rendez-vous à ne pas manquer.
Le Oui. 29. Alors, le film sera projeté le 29 au cinéma Lincoln des Champs-Élysées. Et puis, si j'avais un message à donner, c'est que tous ces exilés que vous pouvez voir parfois dans la rue, en fait, ce sont des êtres humains comme vous et moi, des pères et des mères de famille. Donc, essayons de leur tendre la main, Et tout on a tendance à simplement, l'oublier. pour tenter d'améliorer aussi leurs conditions de vie. Et on a tendance à l'oublier. Un grand merci à vous, Hassana Merci Toubalde. à Bon vous. vent, évidemment, à votre documentaire. Je lui Merci. souhaite bon vent. Et on peut s'en féliciter parce qu'il a été retenu justement dans ce prestigieux festival. L'Afrique fait son cinéma. À ne pas manquer la semaine prochaine. Merci Hassana Toubalde. Un Paris d'exil, évidemment, vous l'aurez compris. C'est à ne pas manquer la semaine prochaine. Au plaisir. À bientôt, merci. À beaucoup. bientôt. Restez fidèles à Télésud. Les engagés, c'est très vite. Ici même lieu, même rendez-vous. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.